Le président Trump, depuis le bureau ovale cet après-midi, a déclaré « Ne vous inquiétez pas pour la guerre avec l'Iran. On gère. On va simplement continuer à les frapper jusqu'à ce qu'ils finissent par plier à notre volonté. Et si on doit le faire, on ira jusqu'au bout. On terminera le travail et ça permettra de rouvrir le détroit d'Ormuz. Donc tout se passe très bien. Alors ne vous inquiétez même pas. Ah, attendez une seconde. Il y a quand même la question de la réalité. Oui, il faut qu'on regarde ça de plus près, parce qu'il y a d'autres acteurs dans cette histoire, et eux ont une vision un peu différente de la situation et de ce qu'il faudra vraiment pour mettre fin à cette guerre. Et nous sommes ravis d'accueillir à nouveau aujourd'hui Suleiman Ahmed, qui revient tout juste d'Iran. Il a mené des entretiens remarquables avec plusieurs hauts responsables sur place, et il a de nombreux contacts, notamment avec Ansar Allah, les Houthis, à propos de ce qui se passe autour du Bab el-Mandeb. Plein de sujets passionnants. On a vraiment hâte d'entendre ton analyse. Bienvenue à nouveau dans l'émission, Suleiman. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie vraiment d'être là. J'ai hâte de commencer la discussion. Oui, moi aussi vraiment. Écoute, j'aimerais qu'on commence juste avant ton départ d'Iran. La dernière fois qu'on t'a eu à l'émission, tu étais encore là-bas. Et ensuite, tu as eu cet entretien avec Ismail Bagaei, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui est souvent le visage même du régime iranien, celui qui présente leur position officielle sur les sujets importants. J'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as perçu cette interview. Quelles ont été tes impressions et s'il y a eu quelque chose dans ce qu'il a dit qui t'a surpris. Oui, c'est un homme très intellectuel, très intelligent. Au départ, quand on m'a demandé d'y aller, c'était censé être une conversation de 15 minutes en off. Ils appelaient ça une discussion en coulisses. Et évidemment, je leur ai demandé si je pouvais faire une interview. Ils m'ont répondu que franchement, c'était très peu probable. Alors j'ai dit, d'accord, pas de souci. Je suis donc allé rencontrer d'abord des gens du ministère des Affaires étrangères, des personnes brillantes, très respectueuses. On a eu de longues discussions. Je crois que j'ai passé environ 1 heure à parler avec plusieurs hauts responsables du ministère avant d'avoir le privilège de m'entretenir avec Ismail Bagaei. Je crois qu'on a tous les deux vraiment apprécié la conversation parce qu'on a fini par parler pendant bien 2 heures. On a abordé beaucoup de sujets. On a parlé de la guerre, évidemment. On a parlé de géopolitique. On a aussi évoqué certaines de mes propres inquiétudes. Des questions que je me posais personnellement, notamment sur la façon dont l'Iran prend ses décisions. Et puis dans le même esprit, on a parlé de philosophie, d'histoire, d'intelligence artificielle et de plein d'autres choses. Je pense qu'il a aussi aimé la discussion, parce qu'à un moment, je lui ai dit « Ce serait super d'avoir cette conversation à l'antenne. » Et il m'a répondu « D'accord, faisons-le. » Alors on l'a fait. Au départ, ils avaient dit 15 minutes, mais lui a dit « T'inquiète pas, fais aussi long que tu veux. » Mais j'ai essayé de rester respectueux de la situation. Donc c'était vraiment bien. Il y avait beaucoup d'informations. Par exemple, une des questions que je lui ai posées, c'était « Écoutez, un des problèmes que j'ai, c'est que Trump se préoccupe surtout du marché financier. Et ce qui se passe, c'est que chaque vendredi, il dit qu'il part en guerre, et chaque dimanche, il dit qu'il y a la paix. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que l'Iran réagit trop lentement. Laissez, et que vous le laissez manipuler le marché. Et moi, je crois qu'il se soucie davantage du marché, davantage de ses propres finances, que de la guerre elle-même. Et si ça ne se passe pas bien pour lui, peut-être qu'il sera moins actif ou moins persistant dans la poursuite de la partie militaire du conflit. Alors, je leur ai dit ça, et ils m'ont répondu, « Écoute, le problème qu'on a, c'est qu'on veut être aussi précis que possible.
Pour nous, c'est important d'être honnête. Je sais que Trump, lui, ne se soucie pas vraiment de ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on rédige une réponse, on la fait passer par plusieurs personnes, plusieurs services, pour s'assurer que tout est exact, que ce qu'on dit est légitime. Voilà, c'était un peu sa réponse. C'est juste un aperçu du genre de conversation qu'on a eu hors antenne. Mais oui, j'ai quand même appris pas mal de choses de sa part, et aussi de la part des responsables du ministère des Affaires étrangères. J'ai hâte d'en parler un peu plus. Et qu'est-ce qui peut-être ne vous a pas le plus surpris, mais que vous avez trouvé le plus significatif? Des éléments qui, si les gens les comprennent, peuvent nous aider à mieux saisir la façon de penser iranienne et à voir dans quelle direction cette guerre pourrait évoluer. Oui, enfin, sa psychologie, c'était un peu ça. C'est pas une contradiction, mais ça montre bien à quel point tout ça se recoupe. Sa position, c'était la suivante. Ils veulent négocier. Leur ligne, c'est toujours la négociation. Ils veulent la paix. La priorité absolue, c'est la paix. Mais en même temps, il disait, on est toujours prêt à se défendre. Et il insistait sur le fait que même leurs actions militaires sont menées dans une logique défensive, pas offensive. Donc, il disait, on veut toujours un accord, on veut toujours négocier, mais on est prêt à se défendre sur le plan militaire. Cela dit, du point de vue militaire, on a déjà mis en place beaucoup de choses pour assurer notre défense. Et on a parlé de certains de ces points, pas seulement avec lui. J'ai parlé d'autres membres importants en Iran, pas seulement du ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'autres secteurs que je préfère ne pas nommer pour éviter les ennuis. Mais j'ai discuté avec plusieurs personnes et j'ai une idée assez claire de ce que serait leur plan. Et je pense que le plan, c'est le suivant. Ils ne vont pas frapper, par exemple, Israël en premier, mais ils s'attendent à ce qu'Israël frappe à un moment donné. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a compris la stratégie de l'Iran. C'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui beaucoup de déclarations. Il y en a eu une, par exemple, de Smotrich, qui disait qu'il ne voulait pas entrer dans la guerre, qu'il préférait la situation actuelle. Et la raison, c'est que, si vous vous souvenez, j'étais venu dans votre émission, je crois que c'était chez vous. J'avais dit que l'Iran, dans 7 à 10 jours, préparait quelque chose d'important. Oui, je m'en souviens. Oui, donc c'était dans ton émission. Et là, on est à peu près à 3, peut-être 5 jours de ce moment-là. Et ils préparent quelque chose d'énorme, qui risque d'être vraiment dévastateur. Ils vont utiliser beaucoup plus de missiles qu'ils n'en ont jamais utilisé auparavant. Et la manière, la méthode qu'ils vont employer n'a encore jamais été utilisée. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les 7 à 10 jours qui ont précédé, l'Iran a, de façon systématique, neutralisé, en gros, la défense d'Israël. Il y a d'autres aspects aussi dont on parlera. Ah oui, parfait, tu l'as affiché. Donc oui, ils ont mis hors service la défense d'Israël. Alors, si on regarde par exemple la Jordanie, à la base, c'était les premiers systèmes radars dans la région, en Jordanie, à Bahreïn, au Koweït, les systèmes de défense aérienne, les installations et hangars pour l'aviation, les centres logistiques, les dépôts de carburant et de munitions, l'infrastructure du CENTCOM, tout ça. Du point de vue de l'Iran, il y avait 2 approches possibles. Enfin, en réalité 3, parce qu'il y a aussi la question de l'invasion terrestre, dont on parlera plus tard. Mais les 2 principales, c'était d'un côté les bases militaires dans ces régions, et de l'autre la défense d'Israël. Et si vous vous souvenez, au tout début, pendant la première phase de la guerre du Ramadan, ils ont détruit la base aérienne d'Al-Udeid, avec le système radar qui s'y trouvait, d'une valeur d'environ $1 milliard. Et ce système radar avertissait Israël. Il lui donnait environ 15 minutes d'alerte. Une fois que ce radar a été détruit,
le temps d'avertissement a été considérablement réduit. Et maintenant, avec ce qu'ils ont fait, en neutralisant la base aérienne de Muwafaq Salti, en la frappant lourdement, ainsi que Bahreïn et le Koweït, on se retrouve avec beaucoup moins de temps pour réagir face à ces missiles. Ensuite, il y a le problème des intercepteurs de défense. Et si la Jordanie n'est pas capable de les protéger, on va se retrouver, en gros, avec un champ libre contre Israël. Israël a bien vu ces manœuvres se mettre en place. Et évidemment, ils ne sont pas idiots. Ils comprennent très bien qu'il s'agit d'une tactique mise en œuvre par l'Iran et que cette tactique est devenue de plus en plus agressive au fil du temps. Et ils s'attendent à quelque chose d'énorme d'ici 3 à 5 jours. Le problème avec l'Iran, c'est que, même si certains d'entre nous ne sont pas forcément d'accord, ils ne veulent pas frapper Israël avant d'avoir été frappés eux-mêmes. Du coup, Israël se retrouve dans une sorte d'impasse. Ils veulent participer à la guerre, parce que, vous savez, Trump a un peu de mal à s'y engager vraiment si on regarde les attaques en cours. Mais en même temps, ils redoutent tellement les conséquences qu'ils restent coincés dans cette impasse. Donc, Israël est dans cette situation. Vont-ils réagir ou pas? Mais s'ils le font, la riposte contre eux sera importante. Et cette riposte, elle sera prête d'ici 3 à 5 jours. And that response will be ready in 3 to 5 days. Dan, you got to bring yourself back in. Dan, il faut que tu reviennes dans la discussion. Je suis vraiment désolé pour ça. Tu as une idée de ce que ça va être? Quelle va être la cible? Je veux dire, on en parlait à l'instant, des choses qu'ils ont visées récemment. Mais à quoi ça sert de préparer tout ça? Tu as une idée? Oui, donc ça c'est le premier élément. Et puis il y en a un deuxième tout aussi important. Les gens en Iran, et j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux, on peut ne pas être d'accord. Mais moi je le suis. Je pense qu'ils savent évidemment mieux que nous, ils ont les renseignements. Eux, ils croient qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une tentative de... Je sais que ça va t'agacer, Daniel. Mais ils pensent vraiment qu'il pourrait y avoir une incursion terrestre sur l'une des îles proches, probablement l'île de Kark. Évidemment, ils ont déjà préparé des pièges sur l'île de Kark, au cas où cette décision serait prise. Mais au-delà de ça, ils m'ont dit qu'ils observent une accumulation de force au Koweït. C'est pour ça qu'ils frappent le Koweït. Et puis, concernant les Kurdes, ils pensent aussi que les Kurdes vont encore essayer d'intervenir. Ils ne croient pas encore à cette histoire. Tu sais, celle qui dit « Oh, on a eu les armes, on les a volées ». Ou bien, tu sais, quand Trump a dit « Oh, on a donné les armes aux Kurdes » et qu'ils les ont un peu gardées. Ils n'y croient pas. Pour eux, ces armes, c'est juste, tu vois, une diversion. En réalité, ils pensent qu'il y a une vraie intention d'intervenir. Et c'est pour ça qu'on voit ces attaques répétées contre Erbil, contre Soleimani, pour affaiblir toute possibilité que les forces kurdes tentent d'entrer. Donc, il y a cette idée, cette conviction que quelque chose se prépare. C'est pour ça que la frappe au Koweït est si importante. Et c'est aussi pour ça qu'on voit ces attaques presque constantes, persistantes, contre les zones kurdes en Irak. Et puis, en parallèle, ils affaiblissent les forces américaines. D'abord en les éloignant le plus possible de l'Irak et de l'Iran. La raison, encore une fois, c'est qu'ils savent très bien, ils sont pleinement conscients de la crise que traversent les États-Unis en matière de pétrole, d'essence et de carburant. Donc leur objectif, c'est de les déplacer. Ils ont littéralement quelqu'un dans le département de Ghalibaf dont le seul travail consiste à suivre en temps réel les réserves de pétrole des États-Unis d'Amérique. En gros, ils essayent de repousser les Américains toujours plus loin, parce que, encore une fois, plus on est éloigné, plus on consomme de carburant. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une attaque à plusieurs niveaux, et les conséquences se manifestent clairement à travers les attaques qu'on observe aujourd'hui.
Et quel est l'objectif de cette montée en puissance? Est-ce que ce serait pour pousser les États-Unis à revenir à la table des négociations? Parce qu'il y a une chose, enfin avant de trop s'éloigner de votre conversation avec Ismail Bagaei, je crois que c'était hier, si je ne me trompe pas, j'ai vu Abbas Araghchi dire qu'il pensait encore qu'il y avait environ 10% de chances d'arriver à un accord négocié. Et ça m'a vraiment surpris, parce que je me disais, avec ce qu'on a fait en 2025, avec ce qu'on a fait pour déclencher cette guerre, avec ce qu'on a fait quand le protocole d'accord est sorti, je veux dire, on ne tient jamais parole sur rien. Je ne vois pas pourquoi ils respecteraient quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz, c'est aussi les avoirs gelés, les sanctions sur l'énergie, les 300 milliards de dollars. Personne ne parle de tout ça. L'Iran n'a littéralement rien obtenu, à part une ouverture temporaire du détroit d'Ormuz qui leur a permis de faire sortir un peu de leur pétrole. Alors pourquoi ils nous feraient confiance pour quoi que ce soit et envisageraient même ce soi-disant cessez-le-feu de 10 jours dont certains parlent? Tu penses vraiment que c'est réaliste? Oui. Enfin, écoutez, ils m'ont dit qu'ils ne font pas confiance aux États-Unis d'Amérique. Ils ne croient pas que les États-Unis tiendront vraiment parole dans un accord, quel qu'il soit. Cela dit, ils m'ont aussi dit qu'il faut rester pragmatique. On ne peut pas refuser de négocier avec l'ennemi, parce que sinon, ça veut dire qu'on s'installe dans une guerre sans fin. Donc tout au long de cette période, il y aura forcément des négociations. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a cette idée, et c'est pour ça qu'il est à 10%, que ces accords ont très peu de chances d'aboutir, parce que les États-Unis seraient incapables de respecter un engagement. Mais malgré tout, dans leur esprit, ils veulent cet accord. La logique, c'est qu'ils se sentent responsables du peuple iranien et qu'ils ne veulent pas que l'Iran vive dans une guerre permanente. Donc oui, clairement, Abbas Araghchi, ce qu'il exprime, c'est bien le sentiment qui domine au sein du ministère des Affaires étrangères. Évidemment, il en est le chef, tout comme du gouvernement, et leur position, c'est qu'ils sont prêts à conclure un accord. Simplement, ils ne croient pas que les États-Unis le soient. Et leur vision des choses, c'est la suivante. J'en ai parlé avec eux. Je leur ai dit, écoutez, si on regarde l'ensemble de la guerre, d'accord, c'est une chose. Mais si on examine chaque phase séparément, et ils étaient d'accord avec moi sur ce point pendant notre discussion, alors du point de vue iranien, ils estiment avoir remporté chaque étape de ce conflit. Il faut vraiment regarder chaque étape comme un élément à part entière. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la première phase, les 39 premiers jours, on m'a dit que Trump, dès la deuxième semaine, cherchait déjà un accord, qui voulait un cessez-le-feu. Mais ils ont continué à faire durer les choses. Et même jusqu'à la fin, il y avait des désaccords entre Ghalibaf et Pozeshkin. Pozeshkin voulait conclure. Il disait « Allez, faisons l'accord ». Et Ghalibaf, lui, voulait repousser d'une semaine de plus. Finalement, ils ont trouvé un compromis. Et c'est pour ça que l'accord a eu lieu quand il a eu lieu. Mais quand ils regardent ces 39 premiers jours, ils disent « On a gagné l'accord. On a gagné ça. » Nous avons remporté la puissance cinétique. Nous avons affaibli les États-Unis d'Amérique. Nous avons affaibli leurs bases et leur système d'interception de défense. Ensuite, on regarde l'élément suivant. Cet élément, c'était essentiellement des navires iraniens qui sortaient et très peu de navires américains. Donc, ils se voient à nouveau comme gagnants sur cet aspect économique. Puis, il y a eu le blocus. Alors, le blocus, c'était plutôt un match nul, dans le sens où ils estiment avoir légèrement pris l'avantage. Ils ont réussi à faire sortir quelques navires, mais ce n'était pas aussi réussi que les autres volets. En même temps, ce n'était pas non plus un succès pour les États-Unis. Donc, ils considèrent ça comme une petite victoire, ou disons,
un match nul. They see that as a slight victory, maybe like a wash. And then the MOU, the way they see it is the US Et puis, did not pour eux, dans le protocole d'accord, les États-Unis n'ont clairement rien respecté dans l'accord, à part une seule chose. Ils ont permis que le pétrole ne soit pas sanctionné, ce qui veut dire que l'Iran a pu vendre environ 70 millions de barils. Ils ont gagné quelque chose entre 7 et 10 milliards, et les États-Unis, eux, n'ont rien obtenu. Donc sur ce point-là, ils considèrent que c'est une victoire, parce qu'ils ont réussi à faire rentrer ces revenus. Une partie de cet argent va aller à l'armée, une autre partie au peuple, et ça va simplement les renforcer à mesure que la guerre continue. Et maintenant, ils voient cette phase comme la partie actuelle de la guerre cinétique. Selon eux, Trump, avec ses attaques, continue simplement de frapper le Sud. Et c'est leur lecture de la situation. Il continue d'attaquer le Sud. Il continue d'attaquer les mêmes pays, les mêmes régions, sans arrêt. Parfois, il frappe exactement les mêmes endroits, encore et encore. Alors que ce qu'on voit avec l'Iran, c'est une approche beaucoup plus organisée. Ils ciblent les bases, ils les affaiblissent, ils neutralisent les systèmes radars, ils suppriment la capacité de défendre ces zones, y compris Israël. Donc, de leur point de vue, une fois de plus, ils estiment qu'ils réussissent sur ce plan. Et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que, encore une fois, Trump est en réalité désespéré de conclure un accord. Et les 10 jours dont vous parlez, c'est en fait que Trump a été en contact avec le maréchal Hassim Mania, presque tous les jours, de manière très régulière. Quand je dis Trump, je parle de l'administration Trump, qui supplie de reprendre les négociations. La position de l'Iran, d'après ce qu'on m'a dit, et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera la conclusion finale, c'est que le protocole d'accord est maintenant suspendu. Si vous voulez revenir à la table des négociations, il faudra faire davantage de concessions. Parce que, une fois de plus, vous avez attaqué notre pays, vous avez violé le protocole d'accord et enfreint l'article 5 et l'article 1, mais surtout l'article 5 dans ce cas. Donc, vous n'êtes pas digne de confiance. Ils m'ont dit, en fait, c'est Ismail Baghaei qui me l'a dit. Il m'a dit, écoutez, nous respections le protocole d'accord. Le protocole disait, dans l'article 5, que les dispositions devaient être mises en place par l'Iran. Il me l'avait déjà dit auparavant. Je ne me souviens plus s'il l'a dit pendant l'interview, mais il avait bien précisé que les arrangements devaient être faits par l'Iran. Nous avions 30 jours. Pendant ces 30 jours, ils ont dit qu'il fallait négocier avec Oman, qu'il fallait aussi négocier avec les autres États du Golfe. Il a dit que c'est ce que nous faisions, que nous allions négocier avec tout le monde. Nous faisions en sorte que tout le monde participe à la discussion. Nous faisions avancer la conversation. Et nous parlions avec Oman, conformément au protocole d'accord, selon lequel, après 30 jours, il y aurait une administration conjointe du détroit d'Ormuz. Mais ensuite, les Américains ont voulu créer ce nouveau corridor. Et ce nouveau corridor, eux, ils le voyaient comme un corridor de première ligne lié à l'article 5. En même temps, ils pensaient qu'il y avait aussi, d'un point de vue militaire et sécuritaire, un problème majeur concernant l'accès des Américains à cette zone. C'est pour cette raison qu'ils ont dû tout arrêter. Oui, et ça c'est arrivé parce que j'avais montré ce titre ici il y a quelques jours. C'est arrivé le 24 juin, 7 jours après la signature du protocole d'accord. Donc on a tout de suite essayé de mettre en place ce corridor sud du côté d'Oman, comme on peut l'imaginer. Et laissez-moi vous demander si vous avez des informations internes sur ce qui se passait à Oman, ce qui les a poussés à... parce qu'ils travaillaient un peu avec l'Iran, et c'est pour ça que c'était mentionné dans le protocole au paragraphe 5. Mais là, tout à coup, apparemment les États-Unis ont mis beaucoup de pression sur Oman pour qu'ils acceptent d'ouvrir ce corridor. Vous avez des infos là-dessus? C'est exactement ce que vous disiez. C'est ce qu'on m'a rapporté. On m'a dit, avec Oman, l'Iran n'a aucun problème. Ils négociaient avec Oman, mais
with Oman. They were negotiating with Oman, but Oman, not being a very strong nation, Le sultanat d'Oman, qui n'est pas une nation très puissante, a été malmené par les États-Unis d'Amérique. Et parce qu'ils ont été malmenés par les États-Unis, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne respectent plus le protocole d'accord et où, en gros, ils ne tiennent pas tête aux États-Unis. C'est un peu comme une nation affaiblie, dans le sens où elle a été poussée dans cette situation par la pression américaine. Mais enfin, si les États-Unis, ça semble quand même affaiblir la voie diplomatique et surtout les responsables iraniens qui veulent y revenir. Parce que si, au bout de seulement 7 jours, on est venu tout compliquer dans une affaire qui était pourtant dans notre propre intérêt, notre intérêt, c'était d'ouvrir ça le plus vite possible, de relancer le flux de pétrole sur le marché mondial pour que les prix baissent pour tout le monde. Et pourtant, on est intervenu là-dedans, presque comme si, je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose à ce sujet, mais plusieurs éléments me font penser qu'on aurait presque voulu que ça échoue, comme si on voulait revenir au conflit, en introduisant ça dès le 7e jour, même pas dans les 30 jours, juste 7 jours après. Et bien sûr, à partir de là, tout a dégénéré dans une série de représailles, surtout à partir du 7 juillet, où on en est maintenant à 11 jours consécutifs d'attaques. Est-ce qu'il y a du côté iranien une inquiétude ou même une question du genre « à quoi bon continuer ?» Parce que si ça n'a pas marché après 7 jours, pourquoi est-ce que ça marcherait au bout de 10? Et ça m'amène justement à ma deuxième question à ce sujet. Qu'est-ce que vous comprenez du débat interne en Iran, entre ceux qui veulent vraiment cette négociation et ceux qui disent « je vous l'avais dit, on n'aurait jamais dû négocier ». Est-ce que c'est Kalibaf ou peut-être les gardiens de la Révolution qui affirment « nous sommes en position de supériorité militaire, nous avons l'avantage avec le Détroit et peut-être maintenant avec Bab el-Mandeb. Donc, nous n'avons rien à céder. Attendons simplement que la douleur devienne insupportable pour les Américains. » Est-ce que cette logique-là existe chez certains en Iran? Oui, 2 très bonnes questions. Alors, la première, c'est que, selon eux, ce que les Américains cherchaient à faire, c'était... Enfin, la première chose que les Américains essayaient de faire, c'était de... Enfin, d'après eux, les Américains ne voulaient pas seulement rompre le protocole d'accord, ce qu'ils faisaient, en réalité. Ils essayaient bien de le rompre. Mais en plus de ça, il y avait une sorte de test pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, ou jusqu'où l'autre partie les laisserait aller. En gros, ils voulaient prendre le contrôle de ce commerce et voir si l'Iran les laisserait faire. Le problème, c'est que l'Iran était très ferme, très déterminé à garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Et du coup, Trump s'est retrouvé, en quelque sorte, poussé à réagir. Voilà comment il voit les choses, en plus du fait, évidemment, que les Américains ont rompu l'accord et n'ont pas respecté leurs engagements. Et pour ta deuxième question, c'était quoi déjà, la deuxième question? La question, c'était de savoir s'il existe au sein des gardiens de la Révolution un groupe, peu importe lequel, qui dit « pas d'accord pour l'instant, laissons la pression monter jusqu'à ce qu'ils finissent par nous donner ce qu'on veut ». Écoutez, en Iran, je ne vois pas les choses comme ça. Et je n'y suis pas allé. Je n'ai pas parlé à tous les partis, à toutes les sensibilités politiques. Ce n'est pas qu'il y ait un désaccord de ce type. Il y a, évidemment, vous avez Galibaf, Araghchi et Pezeshkian, qui sont en gros les négociateurs. Maintenant, la volonté du peuple est totalement différente de celle du gouvernement. C'est assez clair. Le gouvernement, comme je l'ai déjà dit, est toujours prêt à négocier. Le peuple, lui, ne veut pas de négociation. Quand vous allez en Iran, quand vous êtes allé aux funérailles, les gens étaient fermes et unanimes. Ils voulaient une réponse. Ils voulaient se venger. Ils voulaient la justice. Les drapeaux rouges étaient partout.
Les drapeaux rouges, ça voulait dire vengeance. Il y avait plus de drapeaux rouges que de drapeaux de l'Iran. Ils veulent se venger. Et ce n'est pas seulement pendant les 3 processions funéraires auxquelles j'ai assisté. Même sur la place de la Révolution, il y avait des dizaines de milliers de personnes un jour, puis des centaines de milliers un autre, brandissant ces drapeaux rouges. C'est ce qu'ils veulent. Et si vous vous souvenez de la déclaration de Mojtaba Khamenei, quand il a dit « Nous voulons nous venger », ce n'était pas lui, le guide suprême, qui parlait en son nom. Il transmettait simplement ce que le peuple disait. Et c'est dire à quel point les gens étaient passionnés. Ils ne veulent absolument pas d'un accord avec les États-Unis d'Amérique. Évidemment, cela a mis une forte pression sur les négociateurs, parce qu'ils ne peuvent ni conclure un accord, ni faire la moindre concession dans une telle situation. Ce n'est pas qu'ils voulaient faire des concessions, mais même parler avec les Américains, c'était considéré comme interdit. En plus de ça, quand on va en Iran, on constate que les Américains et les Israéliens ont frappé délibérément des zones civiles. Et c'est très clair que c'était intentionnel, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai d'ailleurs fait un rapport à ce sujet. Ce ne sont pas des bases militaires. Il n'y a aucune base militaire à proximité. Certains de ces bâtiments étaient des immeubles d'habitation, des appartements civils. Il y avait une synagogue juive, entourée d'immeubles où vivaient des familles juives. Ce que je veux dire, c'est que c'était des habitants juifs dans ces appartements. Et quand j'ai parlé avec eux, ils étaient convaincus que cette frappe avait été délibérément menée par Israël, parce que Israël était en colère contre eux. Selon eux, c'était parce qu'ils étaient perçus comme Iraniens, qu'ils s'opposaient à Israël, qu'ils étaient contre le sionisme. Ils pensent donc qu'ils ont été punis. Et si on regarde les autres endroits qui ont été touchés, beaucoup de gens pensent, par exemple, que la clinique de fertilité a elle aussi été visée intentionnellement. L'attaque contre le studio de la chaîne News 2, selon eux, c'était délibéré. La place Azadi aussi. En fait, toutes ces attaques, ils pensent qu'elles étaient intentionnelles, d'autant plus qu'il n'y avait aucune installation militaire à proximité. Donc on se retrouve avec une population qui, clairement, ne veut pas d'accord. Du côté de la direction, ce qu'elle essaye de faire, c'est de trouver un équilibre entre la volonté du peuple et cette idée qu'il faut quand même négocier avec l'ennemi pour tenter d'aboutir à une forme de résolution. On ne peut pas être en guerre éternellement. Mais cela dit, quand j'explique tout ça, je ne pense pas qu'il y ait de désaccord au sein de la direction. Je pense que la position des négociateurs reflète directement les instructions du guide suprême, Mojtaba Khamenei. Ils exécutent ses ordres. Et si on regarde le protocole d'accord, c'était en réalité un document de reddition. Alors, pourquoi ne l'aurait-il pas signé? Cela dit, concernant la déclaration des 10 jours faite depuis le Qatar, d'après ce que je comprends, l'Iran ne la signera pas, ou ne compte pas la signer. Avec le mécanisme actuel, ils ne sont pas prêts à conclure un accord pour le moment. Et même ça nous ramène au protocole d'accord, puisque cette pause de 10 jours n'en faisait pas partie. Ils veulent obtenir de vraies concessions. Donc, il faudrait vraiment des concessions sérieuses et importantes, en plus de ce qui est déjà prévu dans le protocole d'accord, pour que l'Iran revienne à la table des négociations. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait de désaccords profonds entre les différents groupes en Iran. Il y a des désaccords politiques normaux. Bien sûr, il y a l'extrême droite en Iran, et eux sont très mécontents que les négociateurs négocient. Et puis, évidemment, il y a les négociateurs eux-mêmes, le gouvernement et les différentes branches du pouvoir en Iran. Il y a donc, oui, des désaccords politiques et philosophiques, mais dire qu'ils travaillent les uns contre les autres, non, clairement, ce n'est pas le cas. Well, so let's take a look at what Alors,
Voyons un peu quel vent contraire empêche les États-Unis d'obtenir ce qu'ils veulent ici et comment ces obstacles sont interprétés du côté iranien dans leur choix de politique. En voici un exemple. Les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis sont, selon leurs propres chiffres, au plus bas depuis 1983. On commence à en manquer sérieusement. Tout ça, ce sont des informations publiques, accessibles dans les grands journaux occidentaux. Les États-Unis n'ont pas assez de missiles pour se lancer dans une guerre totale. Regardons les prix de l'énergie. J'ai comparé ce qu'ils étaient avant le début de la guerre et ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce matin encore, le baril de pétrole était à 59 $. L'essence coûtait 2,89 $ le gallon. Aujourd'hui, le baril est à 84 $. Au moins, c'était le cas ce matin. Et l'essence aux États-Unis est maintenant à 4 $ le gallon, donc nettement plus cher. Et voilà maintenant la réponse à notre question. Les Houthis ont déclaré un embargo maritime contre l'Arabie saoudite dans le détroit de Bab el-Mandeb. Tout ça semble mettre une énorme pression sur les États-Unis, tout en soulageant la pression du côté iranien. Et ça, c'est une déclaration de Ghalibaf d'hier. Il dit que les Américains continuent d'amener de nouveaux équipements militaires dans la région et qu'après avoir arrêté la guerre, il parie sur le fait que notre renseignement serait aussi limité que leur propre QI. Il ajoute qu'ils ont atteint un niveau de maîtrise dans la reconnaissance de ces jeux américains. Et moi, je dois réfléchir à tout ce que je viens d'évoquer. Il a aussi dit que les actes doivent confirmer les paroles, ce qui veut dire, je suppose, qu'il est prêt à une discussion négociée, mais seulement s'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Alors, toutes ces choses que je viens de mentionner, le prix de l'essence, les réserves stratégiques, le détroit de Bab el-Mandeb, j'aimerais en parler à part. Mais d'abord, tout ça, mis bout à bout, qu'est-ce que ça provoque pour l'équipe de négociation bahreïnie? Eh bien, l'équipe de négociation iranienne est au courant de tout ça. Ils ont, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quelqu'un dans le département de Ghalibaf qui suit précisément cette question. Le niveau des réserves de pétrole, la vitesse à laquelle les stocks s'épuisent jour après jour, et aussi les prix du pétrole aux États-Unis. C'est pour cette raison que Ghalibaf, à 2 reprises, a voulu retarder les accords. Mais évidemment, la partie en face tenait à conclure. Donc ils ont trouvé un compromis, quelque part au milieu. Ils savent donc très bien ce qu'il en est, ils en sont pleinement conscients, et tout cela fait vraiment partie de l'équation, surtout du point de vue des fournisseurs américains. Pour eux, la situation se lie à 2 niveaux. Tu as tout à fait raison. Ils commencent à manquer de missiles intercepteurs défensifs. Il manque aussi d'armes offensives. Cela dit, ils restent évidemment conscients que l'Amérique est une puissance militaire, parce que parfois, quand on en parle avec le grand public, certains voient ça comme un jeu vidéo, comme Call of Duty. Mais eux savent très bien qu'il s'agit toujours des États-Unis d'Amérique et que leur armée reste très puissante. Donc, jamais ils ne vont relâcher leur vigilance. Ils sont prêts, ils sont attentifs. Par exemple, ils savent que les capacités américaines sont limitées, qu'ils ne peuvent frapper que dans le sud, pour donner un exemple. Et vous l'avez sans doute remarqué, ils frappent uniquement Bandar Abbas, Sarik, Keshm et Bushehr. Parfois, ils s'avancent un peu vers Shiraz, mais pas beaucoup plus loin. Donc oui, ils en sont conscients. Cela dit, on m'a dit qu'ils savent qu'il existe une possibilité que les États-Unis étendent les frappes jusqu'à Téhéran. Ils savent que les capacités américaines sont limitées, mais ils sont aussi conscients que la puissance militaire américaine reste forte, globalement parlant. Donc ils planifient en tenant compte d'une éventuelle escalade. Oui, c'est clairement un facteur très important. Regardons le Bab el-Mandeb. Il y a eu des déclarations, voyons où est-ce que j'ai ça.
Oui, c'était décidé, je crois, hier. Le porte-parole des Houthis a fait cette déclaration. Et aujourd'hui, il y a eu 2 navires qui ont dû faire demi-tour, 2 pétroliers saoudiens. D'après un des systèmes de suivi maritime que j'ai consulté, d'autres bateaux ont quand même traversé. Certains passent, mais pas les pétroliers saoudiens. Eux ont rebroussé chemin. La question c'est, est-ce qu'on va se retrouver avec une situation au Bab el-Mandeb comme celle qu'on a connue dans le détroit d'Ormuz, dans ce couloir sud? Est-ce que les navires vont tenter de passer quand même? Et est-ce qu'ensuite, les Ansarullah vont les attaquer? Comment est-ce que vous voyez cette situation? Oui. Écoutez, j'ai passé pas mal de temps avec Ansarullah en Iran, et en gros, je suis en contact avec différents niveaux de direction au sein d'Ansarullah. Je savais qu'ils allaient fermer le Bab el-Mandeb, spécifiquement pour l'Arabie saoudite. Je vais simplement vous dire ce que je sais, puis on reviendra sur ce que vous avez mentionné. Donc je sais qu'ils ont mis en place une échelle d'escalade et que tout ça a été coordonné avec l'Iran. Une partie de la résistance présente en Iran servait justement à coordonner les actions pour que les deux côtés profitent de la fermeture du Bab el-Mandeb. L'Iran obtient ce dont il a besoin et la résistance au Yémen obtient ce qu'elle veut. Et ce que la résistance au Yémen veut, c'est la souveraineté. Ils veulent que le siège et le blocus soient levés. Ils veulent la liberté de mouvement, la liberté d'accès. Cela dit, l'échelle d'escalade est la suivante. Il y a une fermeture du Bab el-Mandeb à l'égard de l'Arabie saoudite. Si l'Arabie saoudite décide d'escalader, alors ils frapperont évidemment l'Arabie saoudite. Et si l'escalade continue, ils viseront les infrastructures énergétiques du pays, les installations pétrolières, les infrastructures énergétiques, par exemple Saudi Aramco et d'autres sites. Ils m'ont déjà dit, nous les avons frappés. Et à l'époque, nous n'avions même pas les missiles et les drones perfectionnés que nous possédons aujourd'hui. Maintenant, ce sera très facile de frapper ces cibles. Et puis, ils ont dit que l'autre option qu'ils avaient dans leur logique d'escalade, c'était de fermer complètement Bab el-Mandeb. Mais en ce moment, cette fermeture est très importante pour l'Arabie saoudite, parce que le pays avait réussi à contourner la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont pu faire passer environ 7 millions de barils par la mer Rouge. Sur ces 7 millions, entre 4 et 5 millions seraient directement touchés par cette situation. Et comme vous l'avez mentionné, il y en avait 2. Mais j'ai lu plus tôt qu'en réalité, il y en avait 8. 3 navires saoudiens ont essayé de passer, puis ils ont fait demi-tour. Donc très clairement, l'Arabie saoudite ne veut pas s'engager dans cette confrontation. Mais si elle le fait, elle sera frappée en retour. Et qu'est-ce que vous savez du côté saoudien? Comment réagissent-ils à tout ça? Et quelles sont leurs options? Je n'ai pas d'informations internes venant d'Arabie saoudite, mais ce qu'il me semble, c'est que concernant l'Arabie saoudite, ils ne veulent pas d'escalade avec Ansarullah. On l'a bien vu quand Ansarullah a brisé le blocus. 200 Yéménites sont partis en Iran, prêts à risquer leur vie. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à mourir. Et ce n'étaient pas des gens ordinaires. Les passagers de cet avion faisaient partie de la très haute direction. Certains étaient même pratiquement les héritiers désignés du leadership. Il y avait aussi des responsables militaires du plus haut niveau. Mais tous étaient prêts à risquer leur vie pour briser le blocus et le siège. Quand ils sont allés en Iran, à ce moment-là, le chasseur saoudien venait juste d'arriver. Les Ansarullah ont tiré dessus et ils se sont repliés. Sur le chemin du retour, les Saoudiens ont commis une grave erreur en frappant Sanaa. Les Ansarullah ont donc dû atterrir à Hodeïda et faire un long trajet pour revenir à Sanaa. Et vous avez vu les frappes qu'ils ont menées. Il y a eu une frappe importante, à la fois sur une base militaire et sur une base aérienne civile. Et ce qui s'est passé ne visait pas des civils, mais bien la base aérienne qui se trouvait là.
La réponse des Saoudiens a été très limitée parce qu'ils ne voulaient pas d'escalade. Les Saoudiens semblent aussi accepter la possibilité d'un vol jordanien à destination de Sanaa. On dirait que les Saoudiens cèdent aux exigences de l'Iran, même si un porte-parole saoudien a déclaré qu'il ne reconnaissait pas Ansarullah et qu'ils n'allaient pas les laisser prendre le contrôle. Donc, il va falloir attendre et voir ce que feront réellement les Saoudiens. Dans leur déclaration, ils semblent céder à Ansarullah, mais en réalité, ce n'est pas encore le cas. En gros, voilà les deux aspects du point de vue saoudien. Mais du côté d'Ansarullah, leur position est très claire. Ils se considèrent comme une nation souveraine, prête à tout sacrifier. Ils vivent sous blocus et sous siège depuis 11 ans. Je suis en train de regarder la déclaration. Ils m'ont envoyé des textes très longs sur leur position et sur ce qu'ils disent, venant de plusieurs sources différentes. Et ils ont dit, écoutez, l'Arabie saoudite doit comprendre que nous sommes une nation souveraine. Ils ne peuvent plus nous opprimer. Nous allons briser le siège. Ce blocus, je lis ça mot pour mot, ce blocus n'est pas une plaisanterie. Ça va être quelque chose de sérieux. Et puis, d'une autre source, à l'intérieur d'Ansarullah, on m'a dit, c'est très simple. L'Arabie saoudite doit accepter le fait que ce n'est pas une demi-mesure. Nous continuerons jusqu'à ce qu'ils nous accordent nos droits souverains. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Alors, c'est ça Ansarullah. C'est eux qui vont lever le blocus. Ce n'est pas la fin de la guerre des États-Unis contre l'Iran, mais bien le blocus saoudien contre Ansarullah ou contre le Yémen. C'est bien ça. Oui, à 100%. Ansarullah est une nation autonome. Ce ne sont pas des gens qui exécutent simplement les ordres de l'Iran. Et si on regarde le blocus spécifique contre l'Arabie saoudite, c'est à cause de l'oppression saoudienne au Yémen. Ça n'a rien à voir avec l'Iran. Maintenant, pour ce qui est de l'autre option, celle de fermer complètement le Bab el-Mandeb, ça, c'est pas que ce sera, mais c'est déjà en coordination avec l'Iran. Ils le feront au bon moment, étape par étape. Mais pour l'instant, c'est ciblé sur l'Arabie saoudite. Et en visant l'Arabie saoudite, on touche en réalité le marché mondial. Parce que la raison pour laquelle il y avait eu un peu de répit sur le marché à terme du pétrole, c'est que les Saoudiens arrivaient à faire passer 7 millions de barils de pétrole par Yanbu et par les oléoducs de la mer Rouge. Et comme je l'ai dit, 5 millions de ces barils passaient par le Bab el-Mandeb, que Ansarullah a maintenant bloqué. Donc, c'est très simple. Ça va poser un gros problème à l'Arabie saoudite, parce qu'ils ont réussi jusqu'ici à limiter leurs pertes de revenus grâce au Bab el-Mandeb, à Yanbu et à d'autres points de passage. Mais si tout ça se retrouve bloqué, il ne faudra pas beaucoup de jours sans exportation par là pour que la situation devienne très difficile. S'ils perdent une part importante de leurs revenus nationaux, ça va être un vrai problème, non? Ah, ça va être un énorme problème pour l'Arabie saoudite et pour le marché mondial. Parce que contrairement aux autres États du Golfe, l'Arabie saoudite n'a pas été autant touchée par la fermeture du détroit d'Ormuz. En gros, ils ont réduit le volume exporté d'1 ou 2 millions de barils. Mais avec les prix du pétrole très élevés, ils ont presque réussi à s'en sortir à l'équilibre, avec juste une petite perte. Donc l'impact a été limité pour eux. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas réagi de manière très agressive à la situation. Ils ont toujours été ouverts à des négociations avec l'Iran, même si leur position a un peu varié selon les circonstances et selon leurs interlocuteurs. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, avec ces 5 millions de barils, ils vont tomber à 1 ou 2 millions, alors qu'ils en vendaient presque 10 millions auparavant. Vous êtes tombé à 10% de votre production, 20% au mieux. Et même là, il y a des discussions possibles selon lesquelles la Somalie pourrait s'en emparer.
Mais on devra attendre pour voir ce qu'il en est. Mais si on parle de ce qui se passe maintenant, parce que tout le reste, c'est de la spéculation, on voit un impact important sur l'économie saoudienne. Et ils ne pourront maintenir cette situation que pendant une courte période. Bien sûr, ils ont un fonds souverain, mais malgré ça, ils vont devoir y puiser. Le problème, c'est qu'au final, tout ça va sérieusement nuire à leur économie. Et surtout, ça va peser sur le marché mondial. Parce qu'on retire maintenant 5 millions de barils par jour du marché mondial, qui était présent depuis 144 jours. Which was in the market for the last 144 days. Oui, on verra combien de temps ça va durer et combien de temps avant que l'Arabie saoudite cède à ça. Si tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire « on va lever le blocus sur Ansar Allah », ça paraît quand même être une exigence assez minimale pour Riyad. Je veux dire, je sais que ça aurait un coût, bien sûr, mais comment tu vois cette pression sur l'Arabie saoudite? Est-ce qu'ils vont finir par céder? Je veux dire, c'est là toute la complexité de la situation. Logiquement, comme tu l'as dit, pour nous c'est simple. Il suffit de lever le blocus, de mettre fin au siège et de laisser ces gens avoir leur autonomie. Mais la complexité, c'est que l'Arabie saoudite est encore très impliquée au Yémen. Elle soutient des forces yéménites qu'elle présente comme le gouvernement légitime du pays. Sur le terrain, Ansarullah contrôle une plus grande partie du territoire, mais certaines zones restent sous le contrôle des forces soutenues par les Saoudiens. Il y a eu un conflit entre les forces appuyées par l'Arabie saoudite et celles soutenues par les Émirats, mais les forces saoudiennes ont fini par l'emporter. Donc en gros, pour l'Arabie saoudite, lever le blocus et le siège reviendrait à admettre qu'elle se retire du Yémen. Et ça voudrait dire qu'ils ne soutiennent plus les autres forces. Ça voudrait aussi dire qu'ils reconnaissent, en quelque sorte, la souveraineté d'Ansarullah et le fait qu'ils sont le gouvernement légitime du Yémen. Donc c'est un peu plus complexe à ce niveau-là. Et c'est pour ça, je pense que, c'est ce qui rend la situation beaucoup plus compliquée. Ce n'est pas aussi simple que de claquer des doigts. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous sur le raisonnement logique, sur les dommages que ça leur cause. C'est le Yémen, c'est pas leur pays. Le Yémen, ce n'est pas leur terre. Donc c'est tout à fait logique pour eux de se retirer de cette situation et de veiller à ce que leur propre économie ne soit pas affectée. Et il faut aussi rappeler qu'ils avaient cette vision 2030. L'Arabie saoudite devait devenir une sorte de vitrine du Moyen-Orient, presque un pays occidentalisé, très développé, et ainsi de suite. Et pourtant, avec tout ça, on se retrouve d'abord avec cette guerre, puis la fermeture du détroit d'Ormuz, et maintenant, on en est à nouveau à un conflit avec Ansarullah. Un conflit pour lequel ils avaient dû supplier pour obtenir un accord en 2023. Et non, parce qu'après 11 ans, ils n'avaient toujours pas réussi. Comme tu le sais, Daniel, même les Américains ont eu du mal l'an dernier. Ou c'était peut-être l'année d'avant. Non, je crois que c'était bien l'an dernier. Oui, 2024 et 2025, tous les deux. Oui, eux aussi avaient des difficultés avec le Yémen, et ils ont encore dû battre en retraite. Trump a dû conclure un accord avec eux. Donc les Saoudiens se trouvent dans une situation vraiment complexe, dans le sens de ce que vous disiez. C'est très facile de dire qu'il faut faire un accord, et ils devraient en faire un, mais ensuite, ils doivent accepter qu'ils vont devoir couper. Vous voyez d'autres leviers possibles. Parce que je comprends, vous avez raison, c'est un accord compliqué. Céder à ça apporterait un soulagement à court terme, mais ça pourrait aussi avoir des conséquences plus larges et plus durables dans la région, notamment sur leur accès à leur propre version du gouvernement yéménite, et ainsi de suite. Vous voyez d'autres leviers que l'Arabie saoudite pourrait utiliser pour éviter d'avoir à faire ça tout en continuant à exporter du pétrole. Est-ce qu'ils ont encore une marge de manœuvre?
do that but still get oil out? Do they have any leverage? They don't have any leverage whatsoever because Ils n'ont absolument aucun levier parce que concrètement, quelles sont les options pour l'Arabie saoudite? La première, c'est de céder, comme on vient de le dire, et d'accepter la souveraineté du Yémen. L'autre option, c'est de dire non, on va extraire notre pétrole. Mais comment vont-ils faire pour le sortir? Là, ils vont devoir passer à l'action militaire. Oui, ils vont devoir passer au militaire. S'ils essaient d'agir militairement en mer Rouge contre Ansarullah, ils vont avoir du mal, parce que d'abord, Ansarullah frappera les infrastructures énergétiques. Et donc, l'échelle de l'escalade, je l'ai dit, imaginez ça. Imaginez Aramco en flammes, imaginez les dépôts de pétrole saoudiens en feu. Ce serait une destruction massive des infrastructures du royaume, et cela aurait encore une fois un impact énorme sur les marchés financiers mondiaux et sur le marché du pétrole. Donc l'Arabie saoudite est un peu coincée. Et franchement, je pense que c'est un coup de maître d'Ansarullah, la résistance, parce qu'ils ont joué leur carte au moment parfait pour obtenir ce qu'ils voulaient. the perfect time to get Timed what as they well. want. Yeah, we'll see how that's going to go because so many people Oui, are on verra bien affected comment ça va by se how passer, this one parce que goes. beaucoup de gens vont être touchés par la façon dont tout ça évolue. Je voudrais revenir sur un point. J'ai mentionné tout à l'heure que le président Trump a fait des déclarations cet après-midi, directement liées à ce sujet. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Commençons par ceci. Le président Trump dit, en gros, que l'Iran est tellement affaibli qu'on pourra obtenir tout ce qu'on veut. Tim, lequel il veut? Lamamier. Ils subissent de très lourdes pertes. Ils ont réussi à faire passer quelque chose en Jordanie. Et si nous avions eu nos propres opérateurs sur place, ça ne serait pas arrivé, malheureusement. Mais comme nous avons le meilleur équipement au monde, on a pu arrêter presque tout. Le problème, c'est que quand on laisse d'autres faire le travail à notre place, quand les États-Unis laissent d'autres faire le travail, eh bien, parfois, ça ne se passe pas très bien. Donc, ce qu'il dit en gros, c'est « Oui, je sais qu'il y a eu une faille en Jordanie, et c'est ça qui a coûté la vie aux soldats. Mais c'est parce que les Jordaniens utilisaient notre matériel. Quand c'est nos équipes qui s'en servent, tout fonctionne toujours, etc. » Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Well, first of all, Eh bien, d'abord, c'est assez drôle qu'il ait lâché Jordan comme ça. Mais en même temps, le problème qu'il soulève, c'est quoi? Que si on achète du matériel militaire américain, seuls les Américains peuvent l'utiliser. Ouais, je crois qu'il n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'il faisait. Les pays doivent donc en tenir compte. Mais en réalité, soyons honnêtes, on sait bien que ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a eu des dégâts importants. C'est prouvé par les images satellites. Comme je l'ai déjà dit plus tôt dans votre émission, c'est très clair. Si on regarde la base aérienne de Muwafaq Salti, il y a eu des victimes parmi les soldats. 3 soldats américains sont morts en Jordanie, un autre en Irak et un autre en Syrie. En Jordanie, par exemple, les hangars où se trouvaient les avions de chasse ont été détruits. On sait aussi qu'il y a eu de gros dégâts dans les immeubles où logeaient des soldats américains. Quand on regarde la base, on voit qu'elle a été très durement touchée, quasiment anéantie. Les systèmes radars ont été mis hors service. Les systèmes d'alerte précoce ont été détruits. La défense aérienne a été détruite. Les centres logistiques ont été détruits. On assiste donc à un affaiblissement de ces bases, et plus largement de ces pays, de manière très significative. Alors dire que l'Iran n'a pas les moyens, ça n'a tout simplement aucun sens. Parce que, si on regarde bien, je crois que c'était hier, ils en étaient à la 28e vague de frappe depuis le début de ces 8 ou 10 jours de guerre cinétique. Ils sont donc constants. Il faut se souvenir que pendant les 39 premiers jours, il y avait eu 90, peut-être 100 ou 99 frappes. Mais cette fois, ils en sont déjà à 28.
Ils sont probablement dans la trentaine maintenant, puisque ce chiffre date d'hier. Donc la capacité de l'Iran n'a pas été diminuée. And so Iran's capability has not been degraded. Iran was, and their belief was that actually L'Iran pensait, et on me dit aujourd'hui, que pendant toute cette période de cessez-le-feu, ils ont non seulement réussi à revenir à leur niveau d'avant-guerre, mais qu'ils ont même dépassé ces niveaux, que ce soit en drones ou en missiles. Et je l'ai déjà dit, ils n'ont pas encore utilisé leurs meilleurs missiles. Et maintenant, par exemple, ils utilisent le système chinois Beidou. Ils disposent aussi, par exemple, de radars chinois. Quand on regarde la précision de leurs frappes, c'est impressionnant. C'est tellement précis que ça montre à quel point le système Beidou est performant et d'une grande exactitude. Ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours, c'est que les Américains avaient réussi à utiliser le GPS pour détourner une partie des missiles. Ce problème a maintenant été résolu. Donc l'Iran n'a pas du tout été affaibli. Au contraire, l'Iran est dans une position très forte. En réalité, ils pensent que ce sont les Américains qui ont été affaiblis. Et l'article du Telegraph que vous avez montré en est un parfait exemple. Il illustre la dégradation des missiles et des systèmes de défense américains. Par exemple, Ted Postol a clairement expliqué, je crois qu'il est passé dans votre émission, il est aussi venu dans la mienne, qu'il n'y avait qu'un taux de réussite d'1 à 2% pour les intercepteurs de défense. Donc ils sont dans une situation très difficile. Et c'est pour ça que, selon les faits, c'est pour ça que les Israéliens ont trop peur de se joindre à la guerre. This is why the Israelis are too scared to join the war. And here's another thing in terms of what the Et voilà un autre point à propos de ce que les Iraniens ne seraient soi-disant pas capables de faire. C'est Mario qui disait ça plus tôt aujourd'hui. Il expliquait que suite aux frappes de missiles iraniennes contre des installations militaires américaines au Moyen-Orient, et je crois que ça venait de Jordanie, des soldats américains eux-mêmes ont dit que, d'après ce qu'ils voyaient, on recevait des données de trajectoire prévues, mais que les missiles changeaient plusieurs fois de trajectoire en plein vol. Du coup, les alertes prévues ne servent à rien, parce qu'on ne sait pas où ils vont finir par tomber. À moins, bien sûr, que les données de ciblage à l'atterrissage soient transmises à l'Iran par la Chine et la Russie, que ce soit directement ou via le système Beidou, comme tu l'as mentionné. On n'en sait rien. Mais le fait est qu'ils frappent exactement là où ils visent. C'est d'une précision folle. Donc encore une fois, ça ne ressemble pas du tout à un adversaire qui perd en capacité et dont on n'aurait plus à se soucier. Pour moi, au contraire, ça veut dire qu'on a vraiment de quoi s'inquiéter. Sans aucun doute, vraiment. C'est exactement ce que je viens de dire. Le niveau de précision que l'Iran est capable d'atteindre est incroyable. Par exemple, si on regarde le hangar, c'est pas une frappe au hasard, pas du tout. On parle du pays, la Jordanie. À l'intérieur, il y a la base aérienne Muwafaq Salti. Et à l'intérieur de cette base, il y a un hangar bien précis. C'est celui-là qui a été frappé. Si on regarde le radar, c'est la même chose. Il a été touché. Si on regarde certains centres logistiques, pareil. Donc la précision de ce qui se passe est vraiment stupéfiante. Laissez-moi vous donner un exemple. On m'avait prévenu, avant que les frappes aient lieu, qu'elles allaient viser en Jordanie, qu'elles allaient cibler ces complexes où sont logés des soldats américains. On m'avait dit clairement qu'ils allaient les viser. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu des preuves visuelles. Je les ai publiées, montrant qu'ils ont bien été touchés. Ça montre le niveau de précision. C'était le point de visée. Et c'est exactement ce qu'ils ont frappé. Ça démontre leur précision. Ce n'est pas une attaque au hasard, où ils auraient manqué leur cible principale avant de la toucher ensuite. C'est un exemple concret. On connaissait l'emplacement de la frappe, et c'est bien cette position qui a été atteinte. Yeah.
Oui, passons au point suivant. Le président Trump dit, je suppose en référence à son commentaire précédent, que l'Iran n'a pas vraiment les moyens. Et en fait, c'est l'Iran qui en est réduit à supplier Trump. Il n'y a aucun signe que l'Iran soit prêt à arrêter les combats. Alors, quel est le plan? Est-ce que le plan, c'est de continuer à bombarder jusqu'à ce qu'ils abandonnent? Il n'y a aucun signe. Pourquoi? Tu sais quelque chose que j'ignore? Eh bien, ils continuent d'attaquer nos alliés. Tu ne sais pas ce qui se dit en coulisses, qu'ils veulent absolument nous rencontrer pour essayer d'en finir, parce qu'ils se font littéralement décimer. Tu ne comprends pas ça quand tu écoutes ta fausse chaîne. Mais je te le dis, ils veulent désespérément nous voir. Et tant qu'ils ne seront pas prêts à le faire de manière sérieuse, on n'a aucun intérêt à les rencontrer. Donc, je veux dire, il y a ce qui se dit en public et ce qui se dit en privé. Ce sont deux choses différentes, je suppose. Mais quand la partie iranienne l'entend les rejeter et se moquer d'eux, en disant, eh bien, ils sont désespérés d'obtenir un accord, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure dans cette émission, il y a bien des échanges, des canaux de communication. Et du côté iranien, on dit « nous sommes prêts à envisager une possibilité ». Mais, corrigez-moi si je me trompe, c'est uniquement selon les conditions de l'Iran, n'est-ce pas? Sans aucun doute, oui. Et ils ne parlent pas directement avec les États-Unis d'Amérique. Je veux que ce soit bien clair. Ils passent par les médiateurs pakistanais pour discuter de cette question précise. Ce sont donc les médiateurs, les Pakistanais et les Qataris, qui mènent ces échanges, notamment sur les demandes en jeu. Et d'après ce qu'on m'a dit, je ne fais que rapporter ce qu'on m'a dit, les Américains étaient impatients de rentrer. Ils voulaient, ou ils avaient prévu, que ces frappes ne durent qu'un court moment. Et la preuve, c'est la suivante. Regardez ce qui s'est passé. Quand des soldats américains ont été tués, quelle aurait été, normalement, la réaction des États-Unis? Ils auraient déchaîné l'enfer sur n'importe quel pays qui aurait subi autant de pertes parmi ses soldats que les États-Unis. Quelle a été la réaction de Trump? D'abord, il a essayé de balayer ça d'un revers de main. Et la réponse a été la même que la veille, et la veille encore, et celle d'avant. Ce qui montre qu'ils n'ont pas la capacité d'escalader. Maintenant, la position de l'Iran, c'est la suivante. Je ne fais que transmettre l'information. Selon eux, c'est l'administration Trump qui supplie pour obtenir un accord, exactement comme elle l'avait fait pendant les 39 premiers jours, après la deuxième semaine de leur arrivée au pouvoir. L'Iran dit qu'on leur a demandé un accord et qu'ils viennent chaque jour supplier pour en avoir un. L'Iran a été très clair. Ils disent, écoutez, nous sommes toujours ouverts, comme vous venez de le mentionner. Nous sommes toujours ouverts à la négociation. L'Iran ne dit pas, on va vous ignorer, débrouillez-vous. Non, ils sont toujours prêts à discuter parce qu'ils veulent la paix. Mais ils disent aussi, vous devez parler, vous aussi. Et je trouve que vous l'avez très bien formulé. Il faut parler selon leurs conditions. C'est-à-dire que le protocole d'accord que vous avez violé doit maintenant être complété par de nouveaux éléments. Vous devez accorder davantage de concessions dans cet accord. Et seulement à ce moment-là, ils accepteront d'ouvrir une discussion. Donc, ils ne sont même pas. Quelle nouvelle concession exigeraient-ils? Ah, celle-là, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas posé cette question. J'aurais dû le faire. J'aurais dû être à ta place, j'aurais dû demander. Mais c'est une bonne question. Je vais essayer d'obtenir cette information, mais pour l'instant, non, je ne l'ai pas. Je ne suis pas certain des détails sur les concessions qui vont être faites. Si je devais deviner, je dirais que ce serait peut-être, par exemple, la libération anticipée des avoirs gelés. Ou peut-être, par exemple, le retrait des bases américaines autour de l'Iran. Donc, ça voudrait dire le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis
et ce genre de zone, l'Arabie saoudite aussi. Ce seraient des possibilités en matière de concessions. Those would be possibilities in terms of comments, but this is just speculation from my side. I actually have no. Mais ça, c'est juste une supposition de ma part. En réalité, je n'ai aucune information interne sur les détails de cette affaire. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il va falloir de vraies concessions. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, le document au Qatar, la première version, je ne sais pas s'il y a eu des mises à jour depuis, mais la toute première version était tout simplement absurde. Il paraît que c'était quelque chose du genre. Le protocole d'accord serait réactivé, mais avec 2 couloirs, un couloir américain et un couloir iranien. Et évidemment, il n'y aurait jamais de situation où l'Iran accepterait ça. And obviously, there'll be never a scenario where Iran accepts that. It's just so many things. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui n'ont aucun sens. La dernière chose dont je voulais te parler, c'est ce que le président Trump a dit. On lui a demandé combien de temps le combat allait durer. Et il a répondu, en gros, que ça continuerait jusqu'à ce qu'il décide que ça s'arrête et jusqu'à ce qu'il force l'ouverture du détroit d'Ormuz. Si les Iraniens ne concluent pas d'accord, au final, combien de temps vous faudra-t-il pour éliminer leurs menaces sur le détroit et rétablir la navigation complète? Donc, si on partait maintenant, il faudrait à l'Iran 20-25 ans pour se reconstruire. D'accord? Et on n'a pas du tout terminé. Mais si on partait aujourd'hui, il leur faudrait beaucoup de temps. Des années pour se relever. Vous avez vu le nombre de manifestants qu'ils ont tués, plus de 52 000. J'en ai montré quelques-uns aujourd'hui, de jeunes gens qu'ils ont abattus. Ils les tuent comme si c'était rien. C'est fou. Mais si je n'avais pas lancé l'attaque contre leur site nucléaire, ou si je n'avais pas mis fin à l'accord d'Obama avec l'Iran, qui menait tout droit à l'arme nucléaire, eh bien notre accord, à nous, c'est un mur. Il l'est déjà. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires en ce moment. Il leur faudrait des années pour en produire une. Et on attaquera sans aucun doute le nouveau site dont ils parlent. Franchement, regardez ces gens. Ils sont là-dedans à cause des armes nucléaires. Et ils essayent peut-être de reconstituer un site. On frappera ce site. Tout site où ils envisagent même de faire du nucléaire, on le frappera. Et très, très puissamment. Alors, il parle de « commençons par la dernière partie ». Il y a plusieurs choses que je veux demander à partir de là. Il fait référence à la montagne Pickaxe, et il affirme, genre, oui, on va clairement la frapper. Qu'est-ce que l'Iran pense de la montagne Pickaxe? Et qu'est-ce qu'il ferait s'il la frappait? Eh bien, ils trouvent ça complètement absurde, parce que la montagne Pickaxe se trouve au sud de Téhéran, pas très loin de l'autre site nucléaire qui avait déjà été frappé. Alors, oui, il y a une possibilité, évidemment, que Trump essaye de la frapper aussi. Mais du point de vue de l'Iran, ils ne s'attendent pas à ce que ça arrive. Parce que, si on regarde le niveau de frappe qu'il faudrait, l'impact nécessaire, d'après ce que je comprends, il faudrait quelque chose de bien plus puissant qu'un simple bombardier B-2, à cause du fait que la montagne est en granit. Et apparemment, si on la frappe, ça durcit encore plus la zone. Donc le problème, c'est que ce n'est pas si simple à attaquer. Mais cela dit, ce qu'il raconte est complètement ridicule. D'abord, il a menti sur plusieurs points, notamment sur le fait qu'il n'y avait pas 52 000 manifestants tués. C'est complètement ridicule. En plus de ça, il a dit qu'il avait fait reculer l'Iran de quoi, 20 ou 25 ans. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement dans cette nouvelle phase de la guerre qui aurait soi-disant fait reculer l'Iran? Ça n'a aucun sens. L'Iran a toujours les mêmes capacités qu'avant. Ils ont le même nombre de missiles et de drones. Ils peuvent reconstruire. D'après Israël, et c'est Israël qui le dit, c'est leur affirmation à propos de Pickaxe, l'Iran aurait reconstruit son installation nucléaire et les différents éléments nécessaires pour fabriquer une bombe atomique. Donc, si c'est aussi facile pour l'Iran de le faire,
ça prouve bien qu'il n'a pas empêché le pays de restaurer sa capacité nucléaire. Et la position de l'Iran a toujours été très simple. C'est une position avec laquelle je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il devrait avoir la bombe nucléaire. Something I disagree with. I do think that they should have the nuclear bomb. It's a deterrence from a deterrence perspective. C'est une question de dissuasion, vue sous l'angle de la dissuasion. Mais leur position à eux a toujours été claire. Ils ne veulent pas de bombe nucléaire. Ils estiment simplement qu'ils devraient avoir le droit d'enrichir de l'uranium pour leurs besoins nationaux. C'est aussi un grand producteur de Bitcoin. Et pour ça, il faut de l'énergie nucléaire pour que ce soit vraiment efficace. L'énergie nucléaire est nécessaire à des fins civiles. Trump y était favorable à l'époque. Donc, sa position actuelle, c'est exactement l'inverse de celle qu'il avait quand il a signé le protocole d'accord. Et moi, je suis convaincu que le lobby israélien l'a poussé à revenir sur cet accord, d'abord en violant l'article 1er. Et on a vu Joseph Aoun, qui faisait partie du nouvel accord, que je considère comme une trahison, conclue entre eux, Israël et les États-Unis, et qui contourne l'article 1er du protocole d'accord. Donc, ce qu'on voit, c'est, à mon avis, que Trump a subi des pressions de la part de Marco Rubio et de ceux qui, aux États-Unis, soutiennent Israël pour revenir sur l'accord du protocole d'entente. En gros, pour faire marche arrière et replonger dans la partie militaire de la guerre. Et le pire, c'est qu'eux-mêmes n'y vont pas, parce qu'ils savent très bien le danger auquel Israël va être confronté. Peut-être qu'ils interviendront plus tard, s'ils deviennent désespérés, s'ils pensent que les Américains vont se retirer. Mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts à le faire eux-mêmes. Alors, ils sont prêts à sacrifier des vies américaines, prêts à sacrifier des vies iraniennes, tout en restant à l'écart. Oui, je trouve ça vraiment choquant et insultant. Il y a une autre chose qu'il a mentionnée, sur laquelle j'aimerais avoir ton avis, si le sujet est venu à un moment ou à un autre. Quelle est la réaction des Iraniens quand ils entendent, encore et encore, parce que Trump l'a répété des centaines de fois, que le JCPOA, le soi-disant accord nucléaire d'Obama, était en fait une route vers la bombe pour l'Iran, et que c'est seulement parce qu'il s'en est retiré qu'il a sauvé le monde d'un Iran déjà doté de l'arme nucléaire. Comment réagissent-ils à ça? Oui, en fait, j'ai bien eu cette conversation, maintenant que vous le mentionnez. On en a parlé, et il m'a dit, écoutez, nous avons respecté le JCPOA, même si, à vrai dire, l'accord auquel nous avons souscrit, nous ne pensions pas qu'il soit très avantageux pour l'Iran, parce qu'il comportait beaucoup de concessions, mais ils ont dit qu'ils l'avaient respecté, et qu'ils continuaient à le faire. Et ils ont ajouté que même quand Trump a déchiré l'accord, ils ont continué à discuter, à échanger, et qu'ils avaient dit, écoutez, nous, on va continuer à le respecter. Donc, pendant une année entière, après que Trump a déchiré le JCPOA, ils ont continué à l'appliquer. Et leur vision de Trump, en gros, repose sur deux choses. D'abord, quand il parle, il l'ignore tout simplement. Il le voit simplement comme quelqu'un qui ment et qui ne dit jamais la vérité sur rien. Mais le deuxième point, c'est qu'il le juge tout simplement peu fiable quand il s'agit de conclure des accords. Cela dit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, même s'il pense ça, il reste le président des États-Unis d'Amérique. Donc, quand on négocie par l'intermédiaire du Pakistan et du Qatar, on doit forcément négocier avec les Américains, parce que l'autre option, c'est une guerre sans fin. De leur point de vue, ils ne lui font pas confiance. Ils ne croient pas que le JCPOA menait à la bombe nucléaire. Au contraire, ils estiment que c'était un accord où l'Iran avait fait d'importantes concessions et qu'ils l'ont respecté encore pendant un an après. Mais aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont toutes les cartes en main et que ce sont donc les Américains qui doivent céder. Eh bien, on va bientôt voir comment tout ça va se passer. On sera très attentif à ce que vous dites, surtout qu'on est peut-être
à 2 ou 3 jours de quelque chose d'important venant d'Iran. On va suivre ça aussi et voir ce qui se passe à Washington. Personne ne sait vraiment où tout ça va mener. Mais on vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir partagé ces informations privilégiées sur la région. On vous en est vraiment reconnaissant et on peut inviter les auditeurs à aller sur la chaîne YouTube de Suleiman Ahmed où il propose plein d'excellentes émissions avec encore plus de discussions sur le sujet et d'autres interviews. Yeah, my YouTube channel is Moral Resistance. Oui, ma chaîne YouTube s'appelle Moral Resistance. Ce n'est pas celle-là, mais oui, vous pouvez aller voir. Donc, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Moral Resistance, où j'ai eu l'honneur et le privilège de t'interviewer, Daniel, à plusieurs reprises. Franchement, allez jeter un œil. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie vraiment comme toujours. On a hâte de te revoir et on te réinvitera sans doute très bientôt après ce qui va se passer ensuite. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain dans Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un que vous aimez. With somebody you love.